Alors bonjour à tous. Je suis Raouda Altombokshi et donc du coup on a écrit cet article donc voler c'est aussi manager avec Inès. Alors comment justement on a écrit cet article-là? Donc on va vous expliquer un petit peu le contexte, pardon. En fait, étant donné qu'on est voilà, étudiant en master et puis donc pour Inès et l'équipe technique en licence informatique et management, en fait, on a dans notre cursus un cours donc, qui s'appelle management de projet. Et puis, en fait c'est tout simplement des projets collectifs avec des équipes qui se forment justement intermaster et licence en même temps. Et donc, du coup, nous, notre projet collectif, donc, c'était les facteurs humains en aéronautique. Donc, le but en fait de notre projet, c'était tout simplement en fait de mettre en place donc des simulations euh, sur des simulateurs de vol, en fait tout simplement. Mais en fait, ces simulations-là devaient intégrer en fait des notions de management. C'était finalement enseigner à des étudiants de master en sciences de gestion des notions managériales différentes en intégrant finalement les simulateurs de vol. Donc, c'est vrai qu'on est parti de ce projet collectif-là et on a eu l'occasion en fait de réaliser donc avec l'équipe projet donc qui était essentiellement composée de masters et l'équipe technique qui était donc composée de personnes en licence justement informatique et management. Donc on a eu voilà cette occasion depuis septembre finalement jusqu'au mois donc de mars. On a réalisé donc deux simulations différentes et en fait pour arriver à cet article-là, on s'est posé la question justement quelle place les simulateurs de vol avaient justement ou pouvaient avoir en tout cas dans un cours de management. Donc, on a eu notre première simulation. Donc, la thématique de notre première simulation, c'était donc la communication manager-employé. Donc, ça s'est passé comment pour les étudiants? Donc, on avait un groupe d'une dizaine d'étudiants pour cette première simulation. C'est vrai que pour nous, c'était un petit peu un premier jet parce qu'on se lançait vraiment dans l'inconnu. Donc, on a essayé voilà, d'à peu près connaître justement et de vraiment prendre connaissance des simulateurs de vol, comment ils fonctionnent pour mettre au mieux en fait cette simulation-là avec cette thématique. Donc, le but, c'était qu'on a fait donc, 45 minutes de cours purement théoriques où finalement, on a vraiment inculqué aux étudiants de master des notions purement théoriques et des notions en fait finalement qui ont lien aussi avec un futur, enfin en tout cas qu'un futur manager devra mettre en pratique plus tard lors tout au long de sa carrière professionnelle. Et puis, on avait 45 minutes, du coup, où on passait sur simulateur. Les étudiants, du coup, donc à ce moment-là, on avait donc deux simulateurs de vol. Donc, en fait, on a décidé donc de faire des paires, donc un pilote et un copilote. Le but de cette simulation-là, justement, c'était de tester l'habilité, en fait, du copilote et du pilote à communiquer tout en utilisant le tunnel cognitif. Donc, du coup, la simulation était telle que, en fait, donc le copilote était chargé de donner donc, des directions, notamment les directions de vol, le chemin à suivre, et puis aussi les mesures de sécurité avant même de décoller. Et puis, en fait, que tout simplement, le pilote les suit entre guillemets à la lettre, mais tout au long du vol, le but aussi, c'était finalement que le copilote donne des informations au pilote sans répit finalement de manière très rapide pour voir justement comment est-ce que la communication va passer entre les deux. Est-ce que justement ils vont arriver à se mettre d'accord et puis finalement à s'écouter l'un l'autre et puis le pilote exécutera tout simplement ce que le copilote lui dit. Est-ce qu'il saura faire la différence entre ce qu'il doit faire vraiment et ce qu'il ne doit pas faire parce que c'était vraiment des informations parfois qui étaient très utiles, puis d'autres qui n'avaient strictement rien à voir avec ce que le pilote devait faire ou ce que pas du tout, vraiment, à côté de la plaque, je dirais carrément du vol. Et en fait, ça, c'était expliqué donc, en amont aux étudiants. Donc, ce qu'on a remarqué très vite, c'est que les étudiants ont commencé déjà, étant donné que voilà, ils avaient déjà choisi leur binôme, ils ont commencé déjà à faire des stratégies en fait, pour savoir justement, oui, comment est-ce que tu me parles? Si c'est quelque chose d'urgent, tu me le dis comme ça. Si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, tu me le dis d'une autre manière, comme ça, je peux le comprendre. Donc, c'est vrai qu'ils ont mis en place ces petits stratagèmes-là. Et puis après, quand ils sont passés donc sur simulateur, ils ont mis finalement en pratique leur stratagème. Et puis, on a pu voir
finalement, donc on a pu observer leur comportement, mais bon, ça viendra dans un deuxième temps quand on vous présentera nos résultats. Ensuite, on a eu donc la chance de réaliser donc une seconde simulation. Cette seconde simulation-là, donc, elle a eu lieu donc, au mois de mars. Et puis, donc, en fait, il faut savoir qu'entre les deux simulations, il s'est passé 2 mois. Donc, la simulation la première simulation a eu lieu en fin décembre. Et donc, cette seconde simulation, la thématique, du coup, c'était la gestion du stress. Là, on s'est dit, voilà, donc on est devenu un peu plus mature sur l'utilisation et le fonctionnement des simulateurs de vol. On a vraiment, je dirais, vraiment compris le fonctionnement d'un simulateur de vol et on s'est dit, on va aller un peu plus loin, on va pousser l'expérience un peu plus loin et on va vraiment finalement bouger les étudiants et se dire, on veut les conditionner dans un état de stress pour voir finalement quelles vont être leurs réactions, comment est-ce qu'ils vont gérer ce stress-là, étant donné que en tant que manager, c'est des situations auxquelles on peut faire face de manière quotidienne ou même occasionnelle, mais c'est vrai qu'on estimait que la gestion du stress en tant que manager, c'était une notion managériale finalement essentielle, je dirais, à tout manager, et de voir, de se connaître soi-même, de se dire, ah d'accord, donc moi, face à une situation de stress, finalement, je réagis comme ça. Donc, du coup, là, pour le coup, le cours était un petit peu plus long. L'expérimentation, elle a duré 2h30 au total, avec une partie théorique, justement, qui a duré entre 1h et 1h20. Et puis après, finalement, on est passé vraiment sur 1h30, voire un petit peu moins. Mais c'est vrai que ça c'est resté un petit peu plus longtemps sur simulateur. Là, on avait du coup 3 simulateurs de vol. Donc, on avait donc 14 étudiants au total, de master d'ailleurs divers et variés. On avait même des étudiants internationaux. Et là, pour le coup, on a décidé de ne pas leur expliquer ce qui les attendait. Comme pour la première simulation, on s'est dit, il faut du stress, il faut qu'ils ne sachent pas finalement à quoi s'attendre. Donc, du coup, on s'est dit que ça n'allait pas en tout cas nous donner des résultats, les résultats en tout cas escomptés si vraiment on leur expliquait ce qui les attendait. Donc, du coup, on leur a dit, pareil, vous faites des binômes, sans leur dire finalement ce qui les attendait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a joué sur plusieurs, finalement, situations qui pouvaient conditionner ou mettre en tout cas, ou positionner l'étudiant en situation de stress. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, donc, la première chose, c'est qu'il faut savoir que le vol se passait très mal. Donc, c'est-à-dire que au niveau de la visibilité, elle était très réduite. Le but, justement, c'est qu'ils ne voyaient rien. Ce qui se passait aussi, c'est qu'on leur avait mis dans leur casque, en fait, un bruit assourdissant de bébés qui pleurent avec des mamans qui se plaignent et puis des papas qui se plaignent pour faire une sorte finalement un vol un petit peu agité où les passagers sont vraiment sont stressés et finalement communiquent aussi leur stress ou du moins l'anxiété qu'il y a autour du pleur finalement d'enfants ou du cri finalement de maman ou de papa justement ou de dispute. Donc, le but, c'était vraiment de leur transmettre finalement cette anxiété. Vous allez dire qu'on est horrible, mais justement, le but, c'était vraiment de les conditionner dans cette situation-là. Et puis, tout en finalement gardant justement ce copilote qui doit diriger le pilote dans la bonne direction, faire les bonnes vérifications. Et puis, à un moment donné, au bout de 5 minutes de vol, là, le moteur tombe en panne. Donc, on se dit, ils se disent en tout cas, il ne pouvait pas m'arriver pire. Donc, c'est vrai qu'on a poussé vraiment l'expérience un petit peu plus loin. Et puis, donc, ce qui s'est passé, c'est que là, on avait face à nous, en fait, des étudiants qui ne savaient pas du tout donc, ce qui les attendait. Et en même temps, ils se retrouvaient face à une situation étrangère. Finalement, c'est des étudiants, je le rappelle, qui ne savent pas forcément ce que c'est, utiliser en tout cas ou jouer sur un simulateur de vol. La plupart de nos étudiants ne savaient pas du tout comment s'y prendre. Et du coup, là vient la partie finalement donc, de nos résultats. On vous passera aussi un petit peu plus tard justement un petit témoignage de nos étudiants sur ce qu'ils ont pensé de l'expérience. Donc, que ça soit, je vais commencer justement par la première expérimentation. Les résultats, c'était qu'on avait des étudiants justement très attentifs en fait, à la manière finalement de mettre en pratique
une notion finalement purement théorique qu'on voit en cours, en master de sciences de gestion, et la mettre en pratique, je dirais, sur le terrain. Parce que voilà, on est des étudiants en master, on a peut-être eu quelques stages, mais c'est vrai que finalement, la communication manager-employé, en tant que stagiaire, on n'a jamais été manager. Donc, c'est une situation un petit peu inédite pour nous. Et puis, on s'est très vite aperçu, justement, eux-mêmes faisaient un feedback sur eux-mêmes en nous disant « Ah oui, en fait, je me suis rendu compte que si on ne me dit pas les choses comme ça, bah, je ne les écouterai pas. Et si moi, je ne donne pas l'information, ou si je ne reçois pas, enfin, si je ne donne pas l'information, j'estime que la personne devrait comprendre justement par le biais de mes actes que ça ne va pas ou que là, tout se passe bien. Et puis d'autres qui nous disent, en fait, non, moi, en tant que manager, j'estime que justement, bah, je dois être très précis quand je donne une information, je dois être minutieux. Et d'autres qui disent, ah mais non, moi, si on me donne trop de détails sur la tâche que je dois faire ou trop d'informations, bah, soit ça va me brouiller un petit peu l'esprit, soit il y en a même qui ont dit que je me sentirais un petit peu débile parce que j'aurais l'impression que en fait, on me dit tout comme un enfant. Et puis, eux-mêmes, au niveau de la réactivité des étudiants, c'est vrai qu'ils nous ont partagé justement leur ressenti en nous disant que c'était finalement pour eux une manière un petit peu plus efficace, je dirais, d'enseigner ou de comprendre vraiment parce que en même temps, on met en pratique et en même temps, ça a permis aussi aux étudiants peut-être de se connaître, d'en apprendre un petit peu plus sur eux finalement. Mais je pense là où ils en ont appris un petit peu plus, et ça, c'est selon justement, pareil, ce qu'ils nous ont dit, c'était surtout sur la seconde simulation sur la gestion du stress. Parce que en fait, faut savoir que ça s'est très bien passé. Donc, ils sont passés 3 binômes à chaque fois, étant donné que c'était 14 étudiants. Et donc, il faut savoir qu'il y a pour un binôme où ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que les deux, donc c'était notamment 2 filles, pas du tout elles ont toutes les deux un petit peu stressé, elles n'ont pas du tout compris ce qui leur arrivait, notamment quand le moteur s'est arrêté et que l'avion s'est crashé. Et c'est vrai qu'il a commencé à avoir une petite dispute finalement très vite entre les deux. Et puis après, justement, à la fin de la simulation, quand on a eu l'occasion d'aller lui parler, elle nous a dit oui, en fait, moi, je gère très mal le stress et je ne m'en rendais pas compte avant parce que tout simplement, elle parlait de ses expériences passées, elle disait que là, elle s'est sentie vraiment comment dire, elle se sentait pas fautif en tout cas de l'erreur, du fait que ces étudiantes-là, que leur avion est crashé. Elle disait que la faute était partagée et qu'en fait finalement le fait de se sentir pas en contrôle et en même temps qu'elle ait été stressée par les bruits, etc. Ça fait que finalement elle s'est très vite énervée sur sa coéquipière. Donc c'est vrai que bon, c'était pas non plus un gros énervement, donc on n'a pas dû non plus intervenir ou quoi que ce soit, mais on est quand même resté pas très loin. Et puis en fait leur ressenti aux étudiants, c'est vrai qu'ils disaient que c'était pour eux l'occasion aussi de vraiment finalement entrer, passer en tout cas de l'autre côté, je dirais, OK, on m'apprend quelque chose, mais comment est-ce que moi, justement, je vais mettre ça en pratique et comment est-ce que en tant que futur manager, je dois justement m'améliorer sur certains points. Et justement, cette fille-là, elle disait oui, là, je me rends bien compte que en fait, déjà, sa collègue, elle ne la connaît pas forcément, c'était pas non plus une très bonne amie. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas forcément quelqu'un et puis tout de suite, on s'énerve sur lui parce qu'on est stressé, on a tendance après à être mal vu, mal jugé. Donc, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, oui, c'est quelqu'un, excusez-moi, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas et puis pourtant qui a tout de suite une mauvaise image de moi, entre guillemets. Et donc, elle sait, elle le dit justement, je dois travailler sur cette gestion du stress-là. Après, sinon, pour les autres binômes, ça s'est très bien passé. C'est vrai que, bon, voilà, il y a eu des petits accrochages par-ci, par-là où les étudiants, justement, ils disaient, mais non, mais fais pas ça. Et puis, parfois, c'est vrai que sous le coup du stress, du coup, ils se criaient un petit peu dessus. Mais du coup, c'était intéressant pour nous de voir finalement, parce qu'on leur avait posé la question au début, oui, comment est-ce que vous pensez justement que vous gérez le stress? Et puis, ceux qui nous disaient, très bien, moi, le stress, ça ne m'atteint pas, au final, c'est ceux qui sont le plus énervés, ceux qui ont été le plus stressés. Donc, du coup, c'était un petit peu l'ironie du sort en se disant, finalement, je ne me connaissais pas tant que ça. Du coup, là, je vais vous passer donc une vidéo, justement, la vidéo avec le témoignage de nos étudiants. Donc ça, c'était suite. Oui. Oda, pour la vidéo, je propose aussi de mettre en lien, si les gens préfèrent la regarder directement sur YouTube,
pour éviter. Alors, vous allez le lancer comme c'était prévu, mais dans le pire des cas, au moins, il y aura le lien. Oui, bien sûr, Voilà. Comme bien ça, sûr. ça peut être plus simple pour les gens de la regarder sur YouTube. D'accord, Voilà, oui, voilà, c'est bien bon. sûr. Excusez-moi de vous avoir coupé, vous pouvez continuer. Il n'y a pas de souci. Bah, du coup, je vais la mettre et puis après, je mets le lien. Alors, hop, voilà. Bonjour, je m'appelle Annabelle, je suis mexicaine et j'ai fait le master International Master in Business Administration. Alors, je m'appelle Clément Gibaud, je suis en master ingénierie financière à l'Université Eiffel cette année. Et donc, je qualifie bien, qui est le master sur le workshop, ça, assistant administratif, c'est par connaissance que On n'entend pas, Roda. On n'entend pas. Coupez la vidéo. Dites-nous à partir de quand on doit regarder sur YouTube. C'est à partir de quelle heure? Ah, c'est à partir de la 5e minute, exactement. Ok, je vous invite toutes et tous à aller sur YouTube avec le lien et de regarder à partir de 5 minutes. Bah, Voilà. après, je vais vous mettre aussi le lien dans la conversation, comme ça, vous Je l'ai l'avez mis, je directement. l'ai mis, c'est bon. Ah, d'accord, merci. Voilà. Voilà, on vous donne les 5 minutes pour regarder.
Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, je pense que c'est bon, Roda. De toute façon, vu le temps, il faut y aller. Oui, bon, du coup, donc, je vais terminer justement sur les perspectives donc, du projet collectif finalement. Nous, ce qu'on souhaiterait justement, c'est que ce projet collectif finalement, il perdure dans le temps, étant donné vu que le but justement, c'est finalement d'avoir aussi, de réussir en tout cas à l'intégrer, pourquoi pas, en voyant justement les résultats positifs du projet, l'intégrer dans la plaquette de cours en fait tout simplement de l'IAE, que ça reste pareil, toujours un petit comité. Je pense que ça c'est la clé finalement de la réussite aussi de cette expérimentation-là, c'est que ça reste en petit comité. On a donné justement dans notre rapport d'étonnement finalement de projet collectif nos petits conseils justement pour les équipes prochaines qui arriveront justement sur le projet, qu'il faut aussi, en fait, surtout le conseil que l'on donne en tout cas à la future équipe qui va reprendre le projet, c'est de faire plus de simulations pour avoir plus de résultats, pour avoir plus d'observations. Et puis surtout, il faut pas oublier que les étudiants sont énormément motivés par ce type d'expérimentation-là et ce type de cours-là, parce que tout simplement, il y a aussi ce côté finalement ludique au cours et il y a ce côté pratique qui malheureusement, que nous n'avons pas malheureusement dans nos cours habituels en master ou même en licence ou même si je retourne au lycée, à la primaire, au collège. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés. N'hésitez pas si vous avez des questions. Inès et moi, on sera ravis d'y répondre. Merci beaucoup, Inès et Roda. Alors, est-ce qu'il y a une question ou deux? Alors, et moi, j'en ai reçu une en privé. Est-ce que vous auriez pu faire l'inverse? C'est-à-dire que là, vous avez montré, vous avez fait en sorte une démarche déductive, hein. Vous avez parlé de la théorie d'abord et vous êtes allé sur la dimension pratique ensuite. Et la question qui m'est posée, c'est est-ce que, et ça c'est moi qui rajoute le mot, donc j'espère ne pas dévoiler la question, mais est-ce que vous n'auriez pas pu commencer par la simulation et ensuite amener la théorie, c'est-à-dire avoir une démarche inductive de la présentation de la connaissance? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi ou pour vous, c'était quand même plus simple de faire d'une manière déductive? Alors, c'est vrai que pour nous, c'était intuitif, en fait, tout simplement. Ça a toujours, en tout cas, quand on y a réfléchi tous ensemble, c'est vrai que la première chose qu'on s'est dit, c'est d'abord le cours, après la simulation. Après, c'est vrai que quand on est arrivé au bout de la deuxième simulation et en fait qu'on n'a pas dit aux étudiants ce qui les attendait concrètement, contrairement à la première simulation, on s'est dit qu'on aurait pu faire justement l'inverse parce que ça nous aurait peut-être donné aussi finalement des réactions plus spontanées, je dirais, plus inattendues, entre guillemets, et puis voir finalement comment est-ce que l'étudiant ou l'étudiante va vraiment réagir sur le coup, parce que finalement, même si on a, cette partie théorique, elle est aussi, je dirais, c'est une entrée en tout cas à ce qui va se passer après sur la simulation, parce que nous, on parle justement d'une notion managériale. Mais même si notamment pour la gestion du stress, même si on ne leur a pas dit la simulation concrètement, en soi, on a parlé de la gestion du stress. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes savaient déjà que potentiellement, en fait, ils vont être mis justement face à une situation de stress. Donc, c'est vrai que oui, on aurait pu, on y a réfléchi. Après, je pense que c'est un des conseils en tout cas qu'on donnerait aussi à l'équipe qui arrivera au mois de septembre sur le projet. Merci. Merci, Roda, Inès. Y a-t-il une autre question? Il est 28, donc c'est parfait. Je vous invite toutes et tous à regarder la vidéo complète, parce que là, vous avez regardé à partir de 5 minutes, mais au début, on voit toute la formation, en fait, une partie de la formation. Donc, merci beaucoup à vous deux. Félicitations et puis, restez là si vous voulez, puisqu'il y a Émilie qui va prendre la suite et que vous connaissez. Je pense qu'il y avait une dernière question. Non, ça, non. je prends. Ouais, c'était pour Philippe. Alors, ce n'est pas un cours, c'est un projet tutoré.
Donc, la liberté était totale, effectivement, hein. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Émilie, Madame Penelou, êtes-vous là? Oui, je ne sais pas si on m'entend bien. On vous entend parfaitement. Je Normalement, vous j'ai mets allumé ma caméra. Je sais pas si ça marche. là. Je désépingle Roda. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 29. Vous avez 30 minutes en tout, 20 minutes de présentation et éventuellement 10 minutes de questions. Ok, bah, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation là? Alors oui, mais on voit comme la Hmm. présentation d'avance, c'est plutôt la version édition. Ouais, je vais essayer de switcher. Là, c'est bon? Là, c'est Je bon. switch en... Ok, et j'imagine que vous avez le petit volet de zoom qui gêne une partie de l'écran, non? Non, 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 c'est parfait. Non? Ok, il n'y a que moi qui l'ai. Ouais. Bon, bah, très bien. Du coup, je vais commencer. Déjà, merci de nous permettre de présenter ce travail de recherche lors de ce colloque. Je dis on parce que donc, j'ai rédigé l'article qui est associé, mais du coup, il y a un autre étudiant de L2 qui a participé, et du coup, ça s'intitule Coaching réciproque en école universitaire de management, conception d'un learning game comme support aux séances de coaching. Et voilà, du coup, pour remettre un petit peu dans le... Ah, pourquoi ça ne peut pas passer à la slide d'après? Si, c'est bon. Pour remettre un petit peu dans le contexte, le pourquoi de ce projet. Du coup, moi, je suis étudiante en M2 au sein du parcours informatique et management de l'IAE Gustave Eiffel. Donc, ce parcours, c'est un parcours complet de la licence au master. Donc, il y a une licence informatique et management et un master en sécurité des systèmes d'information. Donc, licence dont fait partie Inès qui a présenté juste avant. Et du coup, initialement, on n'était pas tous situés sur le même site déjà, vu que le campus est très grand. Et il y a eu la volonté de créer un petit peu une cohésion au sein de ce parcours, une communication intra-parcours entre élèves de licence et élèves de master, étant donné qu'en plus on n'est pas extrêmement nombreux au sein du parcours. Donc de là a été mis en place un projet de parrainage dans ce programme, dans ce parcours. Et le programme de parrainage, l'idée c'était qu'un étudiant d'un niveau académique supérieur parraine un étudiant d'un niveau académique inférieur. Par exemple, un élève de M1 qui parraine un élève de L2. Donc, ce programme de parrainage, ce projet de parrainage avait été mis en place lors d'une année scolaire antérieure. Et malheureusement, il n'a pas rencontré un franc succès puisque seulement un peu moins de 30% des étudiants le trouvaient utile. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué étant donné qu'on est un petit peu tous dans des sites différents, de mettre ça en place lorsqu'il n'y a pas vraiment un cadre défini à ces rendez-vous. C'est pourquoi, en septembre 2021, donc de cette année scolaire, a été mis en place un nouveau projet de peer coaching, donc de coaching réciproque. Et en fait, deux coachs professionnels de l'entreprise Minute One sont venus nous présenter en septembre l'idée de ce projet. Donc l'idée, c'est on est 121 étudiants, on constitue des binômes, donc là, il y avait 59 binômes et un trinôme. Et l'idée, c'est de se rencontrer 2 fois par mois pour les binômes, une fois en tant que coach, une fois en tant que coaché, et de mener du coup des entretiens, des rendez-vous de coaching, donc coaching réciproque. Là, on vient casser un petit peu aussi le côté hiérarchique, puisque que l'étudiant soit en L1 ou en M2, il se retrouve à la fois coaché et coach tous les mois, et autour d'une notion qui du coup est très transverse, qui est la notion de leadership. Et donc, les professionnels de coaching qu'on a rencontrés nous ont expliqué que l'idée, c'était un peu d'acquérir, ou en tout cas d'avoir une meilleure appréhension de la notion de manager coach, donc la posture de manager coach. Un manager coach, c'est quoi? C'est un responsable hiérarchique, donc traditionnel, mais qui à la fois vient coacher ses collaborateurs. Donc pour le côté traditionnel, il va être centré sur les résultats opérationnels à court terme de ses partenaires, comme n'importe quel manager, mais en même temps, il va être centré sur leur développement, donc il va les accompagner. Et du coup, l'idée, c'est de se rencontrer bimensuellement et d'essayer d'acquérir cette posture à travers un entretien de coaching. Et pour ça, ils nous ont donné un petit peu des petits outils à mettre en place pour y arriver. Premièrement, le modèle GROW de Whitmore. GROW pour Goal, Reality, Objectives and Will.
Donc, l'idée, c'est que nous, coachés, puissions nous auto-évaluer avec ce modèle et une pyramide de Collins pour le leadership à 5 niveaux. Donc là, étant donné que la notion principale, c'est le leadership, c'est de pouvoir s'évaluer par rapport à notre leadership. Donc ce premier projet, il a été mis en place pendant 6 mois au sein du parcours et à la fin de donc un semestre. Et à la fin de ce semestre, on a interrogé les étudiants pour savoir leur avis, leur ressenti, leur retour d'expérience finalement par rapport à ce projet. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de difficultés qui nous ont été remontées, pardon. Déjà, la difficulté à mettre en place l'écoute active, parce que le but justement de cette posture de manager coach et de ce coaching réciproque, c'est d'acquérir l'écoute active, donc écouter le coaché avec des techniques de reformulation, de silence, de questionnement, l'amener à lui, au final, résoudre ses propres problématiques sur ses projets, etc. Et c'est vrai que c'est très dur, peut-être que Inès elle pourra en témoigner, c'est très dur d'écouter quelqu'un sans donner son avis. C'est pas un exercice auquel on est habitué finalement en tant qu'étudiant. On est habitué à prendre la parole, à rebondir lorsqu'on a des apports pertinents à amener. Mais écouter quelqu'un sans donner son avis, c'est vrai que c'est compliqué au final. Et c'est d'autant plus compliqué que si le coaché, au bout de quelques minutes, ne parle plus, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, au final, c'est les difficultés qui nous ont été remontées. Et dernière difficulté, celle de diversifier les sujets. Les entretiens, c'est vrai que ce qu'on nous a dit, c'est qu'ils étaient devenus très, très routiniers. Ça ne durait pas plus de quelques minutes. Au final, comment ça se passe ton projet? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Oui, non. Tu te places comment, ton leadership, etc. Donc au final, voilà, on se retrouvait avec des sujets de quelques minutes et des entretiens de quelques minutes et ces difficultés-là qui nous ont été remontées. De là, il a été proposé l'idée de peut-être utiliser un serious game comme support justement à ces séances de coaching réciproque pour aider les étudiants à appréhender cette posture de manager coach. L'idée au final, c'est de rendre un peu la chose moins sérieuse parce que c'est vrai que pour l'avoir expérimenté, c'est encore une fois un exercice très compliqué, l'exercice de coaching. Et quand on a ce truc en tête de faut absolument que je mobilise telle méthode, ça devient très sérieux. Et le jeu peut là, du coup, être un prétexte au final pour un peu lâcher prise et acquérir ses compétences, acquérir un peu la notion de manager coach au final. Donc, on a fait un rapide état de l'art pour voir un petit peu quelles notions on pouvait exploiter pour mettre en place ce jeu sérieux. Déjà, pour ce qui est du fond, du contenu, on a voulu diversifier le sujet en allant avec des notions transverses plus larges que simplement le leadership, puisqu'encore une fois, la notion de niveau académique ne fait plus lieu dans la mise en place de ce coaching réciproque. Et tout ce qui est notion transverse, soft skills, finalement, c'est des choses qu'on peut acquérir qu'on soit en L1 ou qu'on soit en M2, qu'importe son niveau académique et qu'importe les cours qu'on a pu suivre jusque-là. C'est des notions qui se retrouvent dans tout parcours extrascolaire, etc. Donc, on s'est basé sur des compétences formelles qui sont rattachées au programme P21st pour Partnership for 21st Century Learning. Et donc, c'est des compétences qui sont regroupées dans 3 grandes familles de soft skills que sont Learning and Innovation Skills, Digital Literacy Skills and Career and Life Skills. Et au sein de ces 3 grandes familles, on retrouve 10 métacompétences que sont par exemple pensée critique et résolution de problèmes, communication et collaboration, créativité et innovation, etc. Donc encore une fois, des compétences qui sont totalement transverses. Et pour le format du jeu, qui encore une fois n'est qu'un prétexte finalement pour mettre en activité, en pratique ces compétences, on s'est basé sur les edu-games, ou plus particulièrement les learning games, parce que ce sont des jeux qui sont justement conçus pour l'acquisition de nouvelles compétences. Et on avait aussi la problématique du format de jeu en lui-même. On a voulu partir sur un jeu de cartes en format print and play. Pourquoi? Parce que du coup, ces séances ont lieu 2 fois par mois entre 2 étudiants. Parfois, elles ont lieu à l'école, parfois elles ont lieu dans un cadre neutre en dehors, et parfois elles ont lieu aussi via Teams ou autres outils collaboratifs, notamment dû à la situation sanitaire. Et du coup, à partir de là, on a proposé aux étudiants un premier prototype. Donc, on a repris 4 des 10 métacompétences pour en faire 4 cartes
sur chacune de ces cartes, on a disposé 10 questions hiérarchisées par carte. Au final, on vient un peu verbaliser ces soft skills qui sont parfois un peu abstraits pour les étudiants. Et c'est vrai que mobiliser des compétences quand les compétences elles-mêmes sont abstraites, ça peut devenir un peu compliqué. Par exemple, la notion de leadership, on peut finalement la retrouver dans plein de projets chez les étudiants, mais la verbaliser, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc là, au final, on permet à l'étudiant de ne pas avoir ce cheminement de verbaliser et de se rendre compte que, ah, en fait, oui, il mobilise ses soft skills au quotidien, mais il n'avait pas pensé que ça en faisait partie. Et pour rester cohérent avec le projet initial, on a repris le modèle gros de Whitmore pour en faire une carte avec donc un rappel et une carte qu'on appellera carnet de bord. Donc c'est un template finalement pour que le coaché puisse s'auto-évaluer à la fin de sa séance. Donc il va marquer le nom de la séance, le nom de son coach, pardon, son nom, la date de la séance, la durée, etc. Quelle carte il a choisi, quelles questions il a répondu, qu'est-ce qu'il s'est dit globalement durant cette séance et qu'est-ce qu'il peut en dire vis-à-vis du modèle gros. Donc au final, ce template guide un peu l'étudiant dans sa séance, qu'il soit coach ou coaché, et le guide au final dans sa réflexion personnelle. Et donc voilà, on a présenté ce jeu aux étudiants pour le deuxième semestre. Donc là, par exemple, je vais mettre un exemple de 2 cartes qu'on a pu leur présenter. Donc à gauche, on a la carte créativité et innovation. Donc l'idée, c'est que par exemple, si le coaché choisit de prendre cette carte, parce que créativité et innovation, c'est quelque chose qui lui parle dans ses projets, etc., le coach va pouvoir lui dire, du coup, en créativité et innovation, tu te mets combien si tu dois te mettre une note sur 10, combien tu te mets? Donc, je ne sais pas, le coaché va répondre, moi, je me mets 4. Ah bon, pourquoi tu mets cette valeur? Et puis là, il va venir, la question étant très ouverte et étant donné que la note vient du coaché, il va prendre beaucoup plus de temps finalement pour répondre. Ah, je me mets cette valeur parce que ça, j'ai rencontré telle difficulté, etc. J'ai essayé de le pallier, mais non. Enfin, au final, ça ouvre un peu plus l'échange et ça facilite l'échange. Et puis, donc une fois qu'il a répondu à ça, on va poser la question au coaché qui correspond à la carte. Donc là, il s'est mis 4. On va lui dire, alors qu'est-ce que tu pourrais faire pour challenger tes propres idées afin d'être plus créatif? Et encore une fois, ça rouvre le débat pour le coacher. Et au final, c'est assez simple pour le coach de conduire son entretien et de se détacher un petit peu du cadre formel qu'on lui avait présenté initialement. Et puis, il y a ce côté un petit peu challenge aussi finalement parce que d'un mois à l'autre, je vais pouvoir rapidement voir si je me suis améliorée. Peut-être qu'au mois de janvier, je vais me mettre 4 sur 10 en créativité et innovation. Puis, je vais me rendre compte qu'au final, au mois de juin, j'en suis déjà arrivée à 9 sur 10. Donc, je me suis améliorée en termes de créativité et d'innovation. Et du coup, voilà, à la fin, le coaché va remplir son carnet de bord. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé donc un premier mois de test au deuxième semestre, donc le mois de janvier. Tous les étudiants ont pu mettre en pratique cette nouvelle approche du coaching réciproque avec le jeu comme support, comme prétexte au final. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin du mois de janvier, on a récupéré les carnets de bord. Donc, compte tenu de la condition sanitaire, on était en distanciel à ce moment-là. Du coup, certains avaient réalisé seulement une séance sur les 2, d'autres 2. C'était un peu plus compliqué à ce moment-là. On était à distanciel. Et aussi, tout le monde, alors c'est peut-être associé un peu au cafouillage lié au distanciel, mais tout le monde n'a pas réalisé la séance de peer coaching avec le jeu. Du coup, au final, on a quand même récupéré 56 carnets de bord. Et donc, on a étudié ces carnets de bord, on a regardé un petit peu la durée moyenne des séances, comment ils étaient remplis, s'ils avaient été correctement remplis, etc. Et ce qu'il en retourne, c'est que la durée moyenne des séances est de 43 minutes, contre, je le rappelle, 3-4 minutes pour les séances sans le jeu. On se rend compte aussi que le modèle gros, il a été exploité dans 32% des cas seulement, et qu'enfin, le carnet de bord, il a bien été rempli dans seulement 6% des cas. Donc, c'est marrant, hier, je ne sais plus si c'était Stéphane, j'ai pas le nom de famille, qui disait que plus les règles sont simples et sont claires et sont rapides à lire, moins elles sont suivies. Là, pour le coup, nos règles du jeu, elles tiennent sur une page et visiblement, il n'a pas été très clair
concernant le remplissage du carnet de bord. D'autant plus que donc, le carnet de bord, c'est à remplir en auto-évaluation. On se rend compte que très peu d'étudiants l'ont rempli en auto-évaluation. Souvent, c'est le coach qui l'a rempli pour le coacher. Donc voilà pour les statistiques qu'on peut en ressortir. Mais par contre, on a des échanges informels très intéressants avec les étudiants. Parce que du coup, vu que ce système de coaching réciproque a un petit peu lancé une communication à l'intérieur du parcours, il y a beaucoup d'échanges qui nous ont monté comme quoi c'était beaucoup plus simple de tenir des séances de coaching avec le jeu. Ils étaient très contents de pouvoir aborder d'autres sujets qu'ils n'auraient jamais pensé à aborder. Ça les aide aussi à s'améliorer dans la gestion de leur projet, dans les postures un petit peu pour ceux qui sont par exemple chefs de projet ou ce genre de choses. Voilà, ils se rendent compte que ça les aide un petit peu à réfléchir par rapport à leur propre position et à s'améliorer. Et pour les coachs, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup plus de facilité à conduire les séances parce qu'ils ont plus ce souci de difficulté à rebondir, à relancer le coaché, à diversifier les sujets parce que tout ça, le jeu le permet. Donc au final, on est moins centré sur les outils de coaching et on va beaucoup plus dans la mobilisation et dans l'acquisition de nouvelles compétences. Donc on se rend compte que par rapport à ce qu'on avait vu dans notre revue de littérature, le serious game ici, il a vraiment été un levier qui a permis aux étudiants de sortir un peu de leur routine de travail, donc ici de leur routine d'entretien. Ça leur a également permis donc de diversifier les sujets abordés et selon ce qu'ils nous disent en informel, d'améliorer finalement la conception en tout cas de la posture qu'ils ont de manager-coach. Et voilà, le point que j'ai mentionné juste avant, par contre, les règles n'ont pas suffisamment été mises en avant malheureusement. Du coup, ça, il faudra qu'on le retravaille pour qu'ils puissent pleinement exploiter ce jeu pour leur séance de coaching. Et maintenant, voilà, donc on a réalisé un mois de test en janvier. De ce mois de test, la seule variable qui nous permet aujourd'hui de constater ces améliorations par rapport au premier semestre, c'est la durée moyenne des séances. Donc encore une fois, c'est quand même impressionnant. On passe de séance de 4 minutes à séance de plus de 40 minutes. Mais voilà, c'est la seule variable qu'on a. Donc il serait intéressant maintenant de conduire le même test sur une plus longue période de temps, donc un semestre également, parce qu'on a conduit un test sur un semestre sans jeu. Il serait intéressant de conduire un test sur un semestre avec jeu pour vraiment comparer et voir quels leviers vraiment nous permettent d'améliorer la conception de la posture de manager-coach. Est-ce que c'est vraiment lié au jeu? Apparemment oui. Et aussi de se rendre compte, parce qu'il y a la question aussi de, là, ça a été réalisé pendant un mois. C'est super pendant un mois, mais est-ce qu'après, on ne va pas retomber dans cette routine finalement dans les mois d'après? Et enfin, la dernière chose qui serait un peu intéressante de constater aussi, c'est que là, nos résultats préliminaires, ils ne nous permettent pas de savoir si la conception enfin la posture en tout cas plutôt de manager-coach, elle est vraiment modifiée dans la réalité. Donc c'est vrai qu'il y aurait peut-être d'autres recherches à faire à ce niveau-là pour savoir si finalement un serious game peut permettre de modifier dans la réalité une posture acquise via le jeu finalement. Hop, donc voilà, je vais couper mon partage d'écran, je ne sais pas comment on fait. Voilà, c'est bon. Ouais, ça devrait être bon. Merci beaucoup, Madame Penelou, pour votre présentation. Alors, en fait, l'expérimentation a été poursuivie sur le semestre. Est-ce que vous avez des nouvelles choses à nous dire? Parce que là, l'article est présenté parce qu'il fallait le rendre quand il n'y a eu qu'un mois de test. Mais maintenant, on sait que voilà, le projet et donc il y a eu le semestre avec le jeu. Est-ce que vous avez quelque chose un petit peu à nous dire ou pas encore? Pour l'instant, du coup, on a récupéré tous les carnets de bord de tous les étudiants du mois de février. On avait déjà janvier jusqu'à ce mois-ci. On est en mai, ou là ça va pas, on est en mai, donc jusqu'au mois d'avril. Et on a récupéré tous les carnets. Donc ça veut dire que toutes les séances de coaching ont bien été conduites via le jeu. Donc maintenant, il nous reste avec Paul en L2, du coup, à analyser un peu tout ça pour voir si on est toujours sur le même durée des séances, etc. Donc ça, on ne s'est pas encore attelé à le faire. Par contre, on a quand même discuté avec les étudiants et apparemment, les séances sont de plus en plus longues. Donc c'est que ça fonctionne plutôt bien. On n'est pas retombé dans cette routine où les séances ne dépassent pas les 5 minutes. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce projet, en plus de celles que je viens de donner?
Alors, est-ce que ce projet va déboucher, pardon, sur une suite, peut-être après le master, pour être une suite professionnelle? Voilà. Est-ce que, alors, en fait, je pense qu'il y a deux questions. Il y a la question sur le projet de recherche en tant que tel, et il y a peut-être aussi la question sur est-ce que ce projet pourrait devenir un vrai outil professionnel, enfin le jeu. Donc, il y a deux réponses. Au moins la première, vous savez certainement, Émilie. Bah, pour la poursuite, je suppose que le projet va être repris par un autre étudiant de master l'année prochaine. Et après, pour ce qui est d'une suite professionnelle, je pense que, enfin, je sais plus, on en avait discuté avec Minute One de peut-être diffuser ce jeu à plus large échelle, mais je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je crois que c'est encore en discussion à ce moment-là. Enfin, vous me dites si je me trompe, mais Non, 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 c'est très bien. C'est très bien. Effectivement, il y a peut-être une idée de diffusion, mais ça, c'est pas, on ne sait pas encore. Voilà. Par contre, le projet sera bien repris l'année prochaine, hein, tout à fait. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, Madame Penelou, pour votre bah, de rien. présentation. Je vous propose de faire 5 minutes de pause, puisqu'il n'y avait pas de pause ce matin de prévu. On peut peut-être prendre 5 minutes si tu es d'accord, Antoine. Oui, et puis on peut même diffuser encore une fois le nuage de mots, Oui, le- j'envoie tout l'enquête de ça. satisfaction pour les personnes qui écoutent. Voilà, donc Mathieu est prêt. Donc Mathieu, ben, vous pouvez, si vous voulez, commencer à partager votre... Ah bah tiens, Mathieu est là, je vous épingle. Voilà. Vous serez tout seul, Mathieu, ou pas? Ou il y a d'autres de votre... Non, on va faire la présentation en double voix avec Véronique. Je Oui, crois Véronique, je qu'il la vois. J'épingle aussi Véronique. Voilà. Donc on prend tous 5 on prend minutes 5 de minutes, ouais, très pause, bien. prendre un petit café, le temps que voilà, si vous voulez mettre votre présentation. Et Ouais. on renvoie donc les liens pour le nuage de mots et l'évaluation, la satisfaction du colloque, où on vous propose notamment de nous dire quel sujet vous aimeriez que nous traitions l'année prochaine.
Bon, il est 57. Non, mais si je dis on y va maintenant, Antoine va m'engueuler. Oh non, mais d'accord. Mais pour Ah, l'instant, on peut-être est pas bien, quand même, on est bien, t'inquiète, hein. Philippe. Ouais. Moi, j'en sors 11h59 chez moi. On n'est peut-être pas aussi radical, même si ça a été apprécié qu'on Si, soit si, vraiment à si, si, l'heure. on est radical. On est Si, radical si, sur si, l'horaire, si. hein, sur l'horaire. Mais c'est vrai que ça avait été dit hier par les participants. Voilà, vous finirez à l'heure si vous avez prévu quelque chose après cette journée. Nous n'aurons pas de retard, modulo 1 à 2 minutes à la rigueur. C'est limite un running gag hein, quand même. Hein, ce genre Oui, de ça va choses. devenir. L'an dernier déjà aussi. Non, mais Mais je bon. pense que un colloque qui se termine hier à la minute près. Ah oui. y a- Mais c'est vrai que ça nous tient à cœur hein, pour le dire à tout le monde, à Philippe et moi, d'être vraiment à Ouais, cheval enfin, sur non, les non, horaires. non, non, Antoine. Non, non, ça me tient à cœur. Ouais. Non, non, non. Alors personnellement, je pourrais en parler pendant des heures de tous les Oui, sujets voilà, passionnants. voilà. Hein. Rien que là, c'est Moi, ce que je c'est dis. plus qu'une question de cœur. J'en suis un peu malade, en fait. C'est un peu l'inverse. C'est vrai que c'est ce que je dis à Philippe en privé à chaque fois que je vois une présentation. Je dis, mais il faudra en parler encore pendant 20 minutes. J'ai tellement de questions. Mais bon. Bon, ben, Mathieu et Véronique, si vous êtes prêts, Ouais. eh bien, on vous écoute avec joie. Écoutez, on va commencer. Véronique, fais juste un test de micro parce que j'ai eu l'impression que tu disais un truc tout à l'heure et qu'on n'entendait pas. Non, je n'avais pas Ah ouvert si, le c'est bon. micro parce C'est que bon. j'étais dans le C'est bureau parfait. avec du monde. Là, j'ai fermé la porte. L'orage s'est arrêté. La connexion est stable. Ça devrait C'est pouvoir bon. marcher. Ok, ben, écoutez, ben, merci de nous avoir donné ben, l'opportunité de présenter le travail que l'on a fait. C'est un travail qui est collaboratif et pluridisciplinaire qu'on a mené au sein de notre établissement qui s'appelle donc l'INSHA. C'est un établissement qui forme des enseignants notamment à accueillir dans leur classe des élèves avec des besoins éducatifs particuliers. Il y a d'autres cadres également, mais disons que ça, c'est un thème important. Et avec une équipe, avec des collègues de l'établissement, nous avons travaillé à l'adaptation, à la transformation d'un escape game sur des questions qui nous intéressaient dans l'établissement, à savoir l'accessibilité, l'école et la société inclusive. Donc, moi, je suis Mathieu Muraté, je suis enseignant-chercheur en informatique. Et dans l'équipe du projet, donc il y avait donc Véronique Geffroy qui est également avec nous, qui est formatrice à l'INSHEA, ainsi que Marie-Hélène Ferrand et Anne Van Bruges qui sont formatrices. Et puis Mélissa Arneton qui est maître de conférence sur des champs disciplinaires d'éducation et de psycho également. Et donc Thomas Planck qui a également contribué à ce projet, notamment à travers l'initiative de Ikigai. Donc, je vais commencer la présentation et puis ensuite, Véronique prendra le relais. Et donc, pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur l'historique de ce projet parce que ça montre aussi que ce projet a été conçu de manière itérative. Initialement, en 2016, c'est l'USPC avec la cellule d'innovation pédagogique Sapiens et le CRI qui ont conçu un escape game sur le thème de la pédagogie générale. Donc, c'est un vrai escape game physique avec des tableaux, des effaceurs, des clés et puis des petits cadenas. Et un collègue de Sorbonne Université a expérimenté ce jeu et a trouvé ça génial et s'est dit que ça pouvait être intéressant pour former à la pédagogie, pour au moins semer des petites graines dans la tête des nouveaux enseignants-chercheurs qui étaient recrutés à Sorbonne Université sur ces questions de pédagogie. Et seulement, pour lui, ça lui semblait être compliqué de pouvoir organiser un escape game physique, d'installer des salles pour le volume d'enseignants qui devaient être formés. Et donc, il a initié ce projet de transformer cet escape game physique en un escape game virtuel. Et c'est comme ça qu'est né le jeu e-learningscape. J'ai mis entre guillemets PEDA parce que c'était une transformation avec les mêmes énigmes sur le thème de la pédagogie générale qui avait été conçu par la cellule Sapiens. Après avoir créé ce jeu, il m'a semblé qu'il avait un potentiel pour pouvoir être transformé et aller aborder d'autres thématiques que celle de la pédagogie.
Et donc, j'ai proposé à un groupe de collègues à l'INSHEA de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait transformer ce jeu pour aborder des notions qui pouvaient nous intéresser, nous, dans notre établissement, à savoir l'accessibilité. Et donc, notamment, changer également le public cible, à savoir pour nous des enseignants, des étudiants qui sont en formation initiale ou continue et intéressés par ces questions des besoins éducatifs particuliers, de l'accessibilité. Et puis, on a également créé ensuite une troisième version plutôt centrée sur des thématiques de l'informatique que l'on utilise à Sorbonne Université avec des étudiants qui sont débutants en informatique. Donc, pour vous donner quelques idées, là je parle du jeu, pour vous donner quelques éléments concrets de à quoi ça peut ressembler, c'est un jeu qui se joue à la première personne, hein, donc un peu comme dans une vue subjective à la première personne, où les joueurs vont pouvoir évoluer dans un environnement virtuel qui est décomposé en différentes salles et vont pouvoir interagir avec un certain nombre d'éléments à l'intérieur du jeu, ramasser des objets, les combiner entre eux et essayer de résoudre un certain nombre d'énigmes. Le pitch du jeu, sur les 3 versions, on a un petit peu gardé finalement ce fil conducteur. Les joueurs sont immergés dans le rêve de Camille et vont devoir l'aider à répondre à un certain nombre de questions qu'elle se pose avant qu'elle se réveille. Et donc, ça peut être des questions de pédagogie, des questions liées à l'accessibilité ou des questions liées à l'informatique en fonction de la version du jeu que l'on va pouvoir jouer. C'est un jeu que l'on voulait facile à déployer, notamment par rapport aux contraintes qui avaient été identifiées initialement et qui avaient motivé la première transformation. Et donc, on est parti sur un jeu qui se joue à plusieurs autour d'un même ordinateur. Pas de connexion réseau, pas de serveur à maintenir, etc. Et pour favoriser la collaboration, d'avoir du matériel à l'extérieur du jeu pour favoriser les échanges entre les différents participants. Donc là, on voit une image de 3 personnes qui sont en train de discuter, d'échanger sur des contenus qui sont déverrouillés à l'extérieur du jeu. Donc un jeu qui se joue au maximum 4 personnes, après ça fait beaucoup autour de l'ordinateur, des contenus virtuels et physiques, un temps de jeu d'1 heure de jeu et qui fait partie du jeu, finalement, une séance de débriefing pour prendre le temps, à l'issue de la session de jeu, de revenir sur les différentes énigmes qui ont été proposées et pour essayer de favoriser le transfert de connaissances ou de notions travaillées dans le jeu, dans le monde réel. Alors, une des problématiques que l'on a travaillé avec les collègues de l'INS, c'était développer un escape game virtuel, ça demande des compétences et des expertises techniques de programmation, de graphisme, de game design, de son, etc. Et donc, transformer une telle ressource et donner cette ressource à des pédagogues pour leur permettre de pouvoir la transformer à leur propre contexte, ça a levé des questions pour essayer de voir comment on pouvait faire cet exercice-là. Alors que c'était dans ce contexte-là, pas envisageable de transformer le jeu pour modifier les énigmes qui étaient présentes dans le jeu. Donc, en fait, on avait un peu une inversion. D'habitude, quand on développe des jeux sérieux, on est plutôt à essayer de co-construire la dimension ludique et pédagogique de manière à ce qu'elle se marie intimement. Ici, on avait des énigmes qui étaient fixées et on devait essayer de voir comment on pouvait arriver à plonger dans ce contexte-là d'autres thématiques et d'autres sujets. Donc, les 17 énigmes ont été retravaillées et on a essayé de dégager un peu un processus de la manière dont on a pu travailler pour transformer ce jeu, en identifiant des mécaniques de jeu, en proposant des idées de mécanique, des discussions pour converger vers le thème que l'on voulait aborder dans chacune des énigmes, et puis ensuite l'intégration à proprement parler à l'intérieur du jeu. Et donc, ça nous a montré que finalement, il y avait des énigmes qui pouvaient être plus complexes à adapter les unes que les autres, notamment des énigmes dans lesquelles il y avait une interaction forte avec l'outil, avec la simulation, avec le jeu, parce que là, comme on ne pouvait pas la bouger, du coup, ça rajoutait des contraintes. Et puis d'autres qui étaient plus faciles à adapter parce que moins justement proches de l'interaction. D'autres choses qui ont pu émerger, c'est notamment essayer de lever les implicites dans la conception des énigmes. Finalement, quand on réfléchissait à un groupe de travail, les collègues, quand ils dégageaient une thématique à vouloir travailler dans le jeu, ils associaient un certain nombre d'indices à chacune des énigmes et ça semblait faire sens quand on le raisonnait comme ça. Mais quand ensuite tous les indices étaient plongés dans le jeu,
finalement, on n'a plus aucun contrôle sur la manière dont les joueurs vont découvrir les indices. Et donc, on a eu des petites boucles d'itération courtes pour converger et vers des énigmes qui étaient compréhensibles et finalement mettre des indices dans les indices pour permettre aux joueurs de savoir cet indice à quelle énigme pouvait être utile pour répondre aux questions. Voilà donc un petit peu pour cette présentation et la manière un petit peu dont on a travaillé. Et on voulait garder un peu de temps et donc je vais laisser la parole à Véronique pour qu'elle vous présente différentes énigmes du jeu et finalement, avec son regard aussi de pédagogue, de comment en fait elle a abordé, enfin on a retravaillé ces différentes énigmes et ce qu'on a voulu aussi plonger comme notion dans ces différentes énigmes. Véronique, tu me dis quand tu veux que je passe et puis je fais avancer la présentation. Un petit peu. Bon, là, vous avez une première énigme que je vais vous présenter, mais je vais introduire un petit peu pour prendre la suite. Alors, Mathieu vous a montré un schéma, tout beau, tout propre, mais il faut que vous imaginiez que ça a phosphoré de façon un petit peu anarchique. Hein. On a travaillé un petit peu dans tous les sens avant d'arriver à organiser les choses. Et donc, on a essayé, nous, on voulait quand même garder un ensemble articulé autour des 4 axes essentiels de la posture professionnelle, puisque c'était ça notre intention. Ce jeu, et en plus, Mathieu vous l'a dit, il y avait un débriefing après. Le jeu et le débriefing étaient prévus pour être des déclencheurs d'une formation plus longue et plus approfondie derrière. Donc, ça a un côté un petit peu frustrant parce qu'on sème plein de graines, on enclenche plein de choses et puis on n'y va pas. Enfin, pas tout de suite. On a 1 an pour y aller, donc c'est quand même pas rien. Voilà. Donc, dans la réalité, on n'a pas eu peur de faire la même chose que ce qui se passe sur le terrain pour le public qu'on a face à nous. C'est-à-dire qu'on a plusieurs paramètres qui arrivent en même temps. Il y en a qui surgissent à la suite des autres de façon plus ou moins prévisible. Il y en a qui sont prioritaires, d'autres moins. Et ben, on va mettre les participants au jeu face à ce même genre de choses, c'est-à-dire qu'ils vont glaner des indices de façon un petit peu désordonnée. Et puis, ça va s'ordonner, ça va se regrouper quand il va y avoir une question qui va être posée. On va se dire « Ah tiens, c'est ça qu'il fallait aller chercher. Ah, j'ai ça dans ma réserve, ça va peut-être me servir. » Enfin, voilà. Donc, on a fait des choses comme ça en analogie un petit peu avec la complexité des situations qu'ils rencontraient. Heureusement qu'on avait des informaticiens avec nous, hein, parce que moi, je ne suis pas du tout informaticienne. Voilà. Et donc, je pense que ce travail n'aurait pas eu la même richesse si on avait eu si on avait dans l'équipe eu des profils ou un profil dominant commun. C'était super intéressant d'être très, très différents les uns et les autres. Alors, j'ai choisi, parce que je ne veux pas être trop longue, j'ai choisi 3 énigmes pour des points qui me semblent particulièrement intéressants à vous soumettre. Hein, et j'ai pris des énigmes dans lesquelles il n'y avait pas d'objet concret, tangible à manipuler, puisqu'on est à distance. Ce jeu, on l'a fait à distance et en présentiel. Donc, là aussi, on a sorti des choses assez intéressantes. Bon, là, j'ai pris 3 énigmes. Donc, la numéro 2 que vous avez face à vous, je la trouve, enfin, voilà, j'ai choisi, je la trouve caractéristique d'une façon de faire où on va avoir, vous voyez que vous avez des boules. Là, c'est la numéro 7 qui est en avant. Et en tout, il y a 10 boules qui sont chacune numérotées de 0 à 9. Et dans les 10 boules, il y en a 3 qui sont des réponses attendues, souhaitées. Mais les 10 boules proposent toutes des réponses qui pourraient être plausibles. Alors, il y en a 3 qui nous semblent fondamentales pour la population qu'on a face à nous, le public qu'on a face à nous. Et puis, il y en a 7 qui sont peut-être judicieuses, quelquefois même déconseillées, mais qui en tout cas ne sont pas fondamentales. Donc c'est perturbant parce que en fait tout pourrait être une bonne réponse, mais finalement il faut n'en avoir que 3 pour tomber, pour répondre à l'énigme et pour pouvoir poursuivre. Donc voilà.
Alors, je vais prendre un des exemples. Dans les 10… Alors, peut-être que dans la diapo suivante, s'il te plaît, Mathieu. Voilà, dans la diapo suivante, vous avez les 3 actions retenues parmi les 10 qui sont proposer plusieurs modalités, mettre l'apprenant en situation d'agir et permettre aux apprenants de discuter. Donc, il y en a qui sont contre-intuitives. On ne pense pas a priori qu'il va falloir lancer la discussion entre élèves, quoi. Il y a aussi des gens qui, dans la discussion, on a relevé des gens qui disent proposer plusieurs modalités, c'est pas sûr parce qu'il vaut mieux aller du plus simple au plus compliqué. Voilà. Ou encore, si on propose trop de choses, ça va être déstabilisant pour eux. Voilà, donc il y a des choses qui sont un petit peu contre-intuitives, mais en fait, nous, là où on va travailler avec eux après le jeu ou dans le débriefing, c'est que c'est intéressant, dans le cadre de l'école inclusive avec des enfants à besoins particuliers, de prévoir plusieurs modalités et de les proposer pour que l'élève ait la plus adaptée. Et pour que des élèves qui ne sont pas en situation de handicap aient aussi éventuellement un choix. Voilà, donc ça faisait partie des choses qui étaient pour nous prioritaires et c'est un peu contre-intuitif par rapport à d'autres actions dans les 7 qui ne sont pas toutes aberrantes, hein, bien sûr, mais qui sont moins prioritaires. Voilà donc par exemple le genre de choses qu'un jeu comme ça nous permet d'aborder et qui est intéressant du point de vue pédagogique. Je passe à l'énigme d'après dont je voulais vous parler. Si vous voulez nous poser des questions après, ce sera possible. Alors, l'énigme d'après, c'est celle qui s'appelle les parchemins. C'est la numéro 9 dans la série 17, mais comme elles arrivent un peu dans n'importe quel ordre, ce n'est pas grave. C'est la 9. Alors, la réponse est un acronyme de 5 lettres qui donne un mot anglais. Et donc, c'est S-M-A-R-T. Voilà. Donc, chacun des parchemins propose un mot français pour finir avec les 5 mots français par avoir l'acronyme qui est un mot anglais et qui est une façon de procéder qui est utilisée dans les projets. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous proposer cette énigme ? Parce que ce qui m'a semblé intéressant, c'est que c'est une épreuve qui, dans la discussion, va permettre aux participants de leur dire qu'on peut être ambitieux, qu'il faut même être ambitieux, mais qu'il faut rester réaliste. Et souvent, les participants ont l'impression que l'inclusion, c'est compliqué, qu'il va falloir décrocher la lune, que pour inclure les personnes en situation de handicap, il faut faire plein de choses. Et en fait, avec une énigme comme ça, on va pouvoir travailler avec eux sur le fait qu'ils vont se sentir autorisés à penser des projets qui incluent les enfants à besoins éducatifs particuliers, à la fois sans renoncer à des choses qui seraient à leur portée et qu'on va éviter parce qu'on veut faire simple. Il ne faut pas renoncer, mais en même temps, il faut penser des adaptations pertinentes. Donc voilà, c'est une épreuve qui nous permet de travailler ça. Et puis, pour nous, les concepteurs, elle nous a posé, j'ai essayé de vous expliquer la consigne, mais vous voyez que ça nous interroge sur une amélioration éventuelle du lancement de cette énigme, parce qu'il y a l'histoire de trouver un acronyme qui est un mot anglais et en même temps être avec des mots français. Donc, quelquefois, ils tournent autour, ils ont tout, et puis ils n'arrivent pas à trouver la réponse. Donc, peut-être qu'il faut qu'on s'interroge, qu'on n'a pas fini d'améliorer le produit, et voilà. J'espère que je ne suis pas trop bavard. Non, ça va. Ça a coupé. Dernière, si, c'est bon, c'est revenu. La produire. Voilà. Ouais, on t'avait perdu un petit peu, mais je pense que c'est juste avant le petit texte, si tu veux bien. Ah, celui d'avant. Voilà. Donc, donc, vous voyez, les 5 parchemins, SMART, méthode issue de la psychologie pour résoudre. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Ouais, donc, passons à l'énigme, la dernière que je voulais vous soumettre, qui en fait est l'énigme 7. Alors, c'est une énigme avec des lunettes à 2 verres. Donc, on va trouver un verre d'une couleur dans un endroit du jeu, un verre de l'autre couleur dans un autre endroit du jeu, et les 2 verres font lunettes quand on les met ensemble. Et ça permet de voir cette scène avec plein de gens. Il y a une espèce de foule de laquelle on va faire ressortir des gens qui disent quels problèmes ils ont
Et la réponse, elle doit se constituer à travers des gens qui disent qu'ils ont un handicap qu'on ne voit pas. Donc la réponse, c'est handicap invisible. Alors, c'est un peu tordu. C'est vrai, ce n'est pas l'énigme qu'on a trouvée dans laquelle on s'est embarqué en premier. D'ailleurs, la collègue qui l'a proposée ne fait plus partie de l'équipe, mais elle avait bossé sur cette énigme. Et en même temps, vous allez trouver que pour aborder le terme du changement de regard, parce que c'est ça qu'on veut travailler après avec les stagiaires, pour aborder le terme du changement de regard à propos des personnes qui ont un handicap invisible en particulier. C'est peut-être un peu bateau de jouer avec une paire de lunettes, hein, donc vous avez peut-être trouvé ça un peu, un peu simpliste, mais en fait, cette énigme, elle nous a aussi mis, nous, face à, voilà, elle nous a mis aussi, l'équipe, face à notre propre arrogance, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au moment de la concevoir, eh ben, on n'a pas tout de suite pensé à cette thématique-là, parce que pour nous, le fait qu'un handicap, on est quasiment expert de la question, hein, autant le dire. Donc, on avait un petit peu enterré cette histoire de handicap visible ou invisible. Bon, voilà, on est dans les besoins. On ne s'était pas posé la question au départ. Et puis, une fois qu'on a dit, mais oui, c'est là-dessus qu'il faut aller, eh ben, alors là, c'était complètement évident. C'était devenu évident. Voilà. Et donc, pédagogiquement, c'est une énigme qui est intéressante parce que je vous ai parlé des 2 lunettes, là, mais en fait, on s'aperçoit que dans une équipe de 2, 3 ou 4 personnes devant l'ordinateur, il n'est pas rare qu'ils trouvent la bonne réponse sans être allés chercher tous les outils. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir les 2 branches de lunettes et d'avoir une belle paire de lunettes à 2 couleurs pour avoir la réponse. Et ça aussi, ça laisse perplexe des gens qui, la plupart du temps, sont des enseignants. Et donc, ils ont un peu de mal à se dire qu'il faut oublier d'être bon élève et de traiter toutes les données pour avoir droit à la bonne réponse. Donc, ça aussi, du point de vue pédagogique, c'est assez intéressant à travailler. Voilà, il y a aussi un autre atout, un autre avantage à cette énigme dans le débriefing, c'est qu'on peut discuter autour de la différence entre maladie et handicap, parce que bon, il y a des maladies qui ne sont pas handicapantes dans certaines circonstances, mais les conséquences de la maladie vont devenir handicapantes dans certaines circonstances. Et puis, on a des handicaps reconnus comme tels qui aussi ne sont pas invalidants et n'exigent aucune adaptation. Par exemple, moi, je travaille avec des sourds. Les déplacements dans la vie quotidienne ne leur posent pas de problème particulier, ils ne sont pas de handicap moteur, ils voient bien. Donc voilà. Donc on arrive à discuter autour de choses comme ça, handicap visible ou invisible, situation dans laquelle l'handicap est handicapant ou pas, entre guillemets. Voilà. Et donc, je vais arriver à ma partie de conclusion, parce que sinon, on n'aura pas le temps d'écouter vos questions. Alors, qu'est-ce qui nous resterait encore à travailler ? On a envie d'améliorer l'accessibilité du jeu, alors accessibilité pour des participants eux-mêmes en situation de handicap. Donc, il y a des améliorations à faire dans le maniement des instruments, de la configuration numérique, les instruments à toucher. Vous voyez là, par exemple, que Mathieu a fait un PowerPoint qui vous paraît peut-être pas très vivant, pas très fun, mais il est sur fond noir avec des écritures jaunes ou blanches. Ça, c'est une adaptation fondamentale s'il y a des personnes avec certains troubles visuels. Donc, voilà, par exemple. Donc, il faut améliorer encore des questions d'accessibilité, pas seulement cette accessibilité dont je vous parle là tout de suite. Et puis, il faut que dans l'équipe, on puisse avoir des personnes en situation de handicap, en essayant que ça ne soit pas une charge pour les autres participants, parce que c'est aussi ça l'idée de l'école inclusive, c'est qu'on va pouvoir inclure des élèves dans une classe ordinaire sans que ce soit une charge ni pour ses copains, ni une charge énorme pour son enseignant s'il a pensé à des choses au bon moment et comme il faut. Voilà. Alors, l'autre projet qu'on aurait, parce qu'on est plusieurs à être des pédagogues qui sont d'anciens profs des écoles et qui ont donc été face à élèves sur le terrain pendant longtemps, c'est de faire une version pour un public d'élèves, donc les élèves qui vont avoir des copains en situation de handicap dans leur classe. Et donc, il faudrait faire potentiellement une version cycle 2. Alors, cycle 2, c'est jeune, hein. Cycle 2, c'est CP, CE1, donc c'est jeune, donc il faut voir. Et une version cycle 3, là, ça semble un petit peu plus envisageable avec des élèves qui ont un niveau d'écrit assez correct. Et puis une version cycle 4, donc ça correspond à des cycles
fin de collège et début de lycée. Et en particulier, c'est intéressant pour des publics dans lesquels on a des gens qui se destinent dans des filières sciences humaines, éventuellement à des métiers du soin, de l'aide, de l'accompagnement aux personnes, etc., etc. Voilà pour ce que j'ai à dire et j'espère que je n'ai pas trop mangé le temps de parole. Non, juste moi, j'avais mis quelques points en perspective, mais c'était un peu des ouvertures. Il y a par exemple un détournement là, qui m'intéresse de la ressource, c'est finalement de l'utiliser avec les stagiaires. Nous, on appelle ça les stagiaires, parce que ce sont des personnes qui sont parfois en poste et qui viennent en formation continue à l'INSHA, pour travailler avec cette ressource comme un outil pour les faire réfléchir à eux-mêmes adapter le jeu, un peu comme le disait Véronique, pour un autre public qui pourrait être leurs élèves, et donc réfléchir à comment faire passer leurs réflexions dans une ressource où il y a de l'interactivité, etc. Il y a des choses que l'on pourrait, justement, pour essayer d'aider et d'outiller à faire cet exercice-là avec, pourquoi pas, le développement d'outils auteurs, par exemple. Et puis, il y a également un module d'aide automatique qui est intégré dans le jeu. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on aille, qu'on travaille avec, qu'on fasse l'expérimentation pour évaluer tout ça. Voilà. Donc, on a terminé. On est preneur si vous êtes intéressé, par exemple, pour réfléchir sur d'autres versions du jeu, si vous voulez proposer ce jeu à vos étudiants pour les sensibiliser à l'accessibilité, à l'inclusion, etc., n'hésitez pas à partager. À la fin, il y a un petit questionnaire qui nous permet de récupérer des retours. Et donc, on est preneur de tout ça pour continuer à faire évoluer cette ressource. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Mathieu et Véronique. Alors, il y a une question dans le chat et une question en privé. Je vous laisse peut-être lire celle dans le chat si vous pouvez. Et celle en privé, c'était un petit peu ce que vous venez de dire, Mathieu, sur la fin. Comment en fait il est diffusé et comment il est diffusable concrètement. Donc, il y a une question d'Antoine et puis celle-ci qui est arrivée en privé. Je peux commencer peut-être par celle-là parce qu'elle est peut-être rapide. À l'adresse où vous avez le lien ici, vous pouvez télécharger un fichier zip pour Windows. Vous pouvez télécharger aussi un paquet pour Mac et Linux. Vous le dézippez sur votre bureau, vous double-cliquez sur le fichier exe, ça démarre. En fait, il y a la version que vous allez télécharger, c'est une version qui fonctionne sans avoir le matériel physique autour. On a notamment conçu cette version liée notamment au confinement, etc., parce qu'on voulait que des étudiants puissent quand même expérimenter le jeu depuis chez eux. Mais il y a une option, du coup, dans les menus du jeu où on peut activer, enfin, désactiver ces indices virtuels. Et dans ce cas-là, le maître du jeu a préparé un petit peu un jeu d'enveloppe à installer autour de l'ordinateur, de manière à ce qu'ensuite, quand les personnes vont jouer en groupe, ils vont pouvoir aller piocher dans ces indices physiques autour. Et dans le fichier zip, il a expliqué comment produire ce matériel physique? Oui, alors sur le site, sur cette page-là, pardon, je reviens dessus, je vais aller sur la page de l'INSHEA. Le lien amène directement sur cette page-là. Vous avez ici donc le jeu à télécharger et ici la liste de tous les éléments à imprimer. Voilà. D'accord, les éléments physiques. Les éléments physiques voilà, qui sont imprimés, si on active cette option-là. Et puis là, il y a aussi une vidéo qu'on a construite qui peut servir de débriefing pour justement expliquer les intentions que l'on avait eues dans le jeu, parce qu'une personne qui peut être consommatrice de ce jeu-là ne va pas forcément avoir tous ces éléments de conception, et donc il peut s'appuyer sur cette ressource vidéo pour animer son débriefing. Super. Vous pouvez nous mettre le lien de la page je vais le mettre dans la discussion. Dans le chat, s'il vous plaît. Ouais. Je voudrais ajouter quelque chose pendant que Mathieu complète. Dans les objets autour du jeu, il y en a un qui est particulièrement intéressant, mais impossible à faire. C'est un labyrinthe qui est thermogonflé, qui est tactile pour les personnes aveugles, avec du braille. Alors, vous imaginez que quand on est passé en distanciel, ça a été pour nous un peu la panique.
Alors, en fait, on peut faire le jeu avec l'image noir et blanc du labyrinthe, mais effectivement, d'abord, on n'en a que 6 ou 7 parce que ça coûte très cher à produire. Et donc ça, voilà, même en chronopost, on ne vous l'enverra pas, quoi. Merci. Vous reste 1 minute pour répondre à la question d'Antoine, si c'est possible. C'était, est-ce que des élèves ont demandé à mettre sous la forme d'un jeu leur handicap? Peut-être que Mathieu va répondre, mais en fait, notre objectif, ce n'était pas forcément de faire vivre le handicap de l'intérieur. Mais je laisse Mathieu répondre parce qu'il a sûrement… Oui, non, mais c'est très bien. Là, pour l'instant, ce jeu-là, il est proposé à des adultes, des enseignants qui sont en formation chez nous. D'accord? Ce n'est pas un jeu qui a été à destination d'élèves, pour le coup. Donc, on n'a pas eu ce type de demande, tout simplement parce qu'on ne l'a pas confronté à ce public-là. Par contre, il y a des enseignants, effectivement, qui nous disent, je l'avais présenté, par exemple, à des enseignants qui sont en centre d'éducation fermé, donc pour des jeunes qui sont dans des contextes très particuliers. Et donc, eux, le fait de leur montrer cette ressource-là leur a de suite donné des idées pour adapter le jeu et le proposer à leurs élèves et aller questionner la question du vivre ensemble, du respect des institutions ou des choses comme ça. Oui, voilà. Puis nous, dans la formation, il y a des moments où ils vivent des situations. On leur fait faire du basket en fauteuil. On les fait se déplacer avec en cachant les yeux dans le labyrinthe de notre établissement. Il y a des logiciels comme Vitavi ou des choses comme ça qui font que on leur propose des choses. Mais ce n'était pas l'objectif du jeu. Mais on a conscience qu'il y a des ressources qui existent, oui. Ah ben voilà le labyrinthe. Non, ouais, c'est pas celui-là. Je vais juste montrer l'illustration. Si tu me retires le partage d'écran, moi je l'ai par deux stagiaires sourds-aveugles qui l'ont utilisé. Je peux vous le montrer. Si tu me quittes le partage d'écran pour que je vous le montre. Attends, juste 30 secondes. Je ne peux pas partager si tu partages. Ah ouais, non, je te le laisse. Je n'arrive pas à retrouver là. J'ai fait des progrès en informatique, hein, vous voyez. Hein. Il y a 3 ans, je n'aurais pas pu vous faire ça. Hein. Alors, je vais te le partager. Allez, en 20 secondes max. Hein. Voilà, en 20 secondes. Voilà. Vous avez à gauche Romain avec son… Vous le voyez là, c'est bon pour vous? Oui. Vous avez Romain à gauche qui est sourd, aveugle, brailliste. Donc, lui connaît le braille. Il a un atout dans ce jeu, c'est qu'il connaît le braille. Et en face de lui, vous avez une jeune fille qui est sourde malvoyante. Et donc, ils sont tous les deux devant le labyrinthe thermogonflé. Elle lui prend la main pour lui dire « ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Si je mets la vidéo en route, vous allez la voir tapoter pour lui dire « c'est bon, tu as la bonne lettre ». Et puis, devant elle, elle a une version de l'alphabet braille noir et blanc, voilà, qu'on commence à voir sous sa main. Fond noir avec encre blanche, alors qu'on donne dans le jeu, dans l'enveloppe, l'accessoire est donné dans une enveloppe imprimée noir sur fond blanc. Voilà, donc là, vous le voyez. Voilà. Bon, j'arrête la vidéo parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ça vous donne une idée. Merci beaucoup, Véronique et Mathieu, pour votre présentation et votre bel article. On va donner la parole au prochain. Donc, je vais désépingler Véronique et Mathieu. Voilà. Et j'arrête de partager l'écran aussi. Oui, voilà, super, merci beaucoup. Julien, c'est vous qui présentez? Oui, c'est bon, Vous m'entendez? Eh bien, on vous entend bien, c'est parti. Ok, alors je vais partager mon écran. Tac, tac. Hop. Voilà, normalement, vous voyez mon diaporama? Allô? C'est bon, Julien. C'est bon, pardon. Ok. Bien, bonjour à tous et à tous. Je suis Julien Saint-Sama, je suis doctorant en 3e année à l'Université de Montpellier en sciences de gestion et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter cette contribution intitulée « Mesure des préférences en gamification, proposition d'une échelle de mesure ».
Cette contribution a été écrite avec Antoine Chollet, maître de conférence à l'Université de Montpellier, Anne Mion, professeur des universités à l'Université de Montpellier, et Alexandre Duhart, qui est cofondateur de Feedback, une agence de gamification. Et normalement, les 4 sont présents parmi nous aujourd'hui. Donc pour introduire ce sujet, on va commencer peut-être par définir la gamification. Donc si on fait un petit mix des différentes définitions existantes dans la littérature, on pourrait présenter la gamification comme l'utilisation d'éléments de game design, que ce soit des mécanismes, l'esthétique ou encore le game thinking, dans des contextes de non-jeu, afin de créer une expérience motivante et engageante pour les salariés, les utilisateurs ou les apprenants. L'année dernière, au cours d'une recherche réalisée avec Monsieur Chollet et professeur Mion, nous avons réalisé une définition à nous, issue de 25 entretiens avec des gamificateurs. Cette définition présente la gamification comme une méthode qui inclut des éléments de jeu dans un processus de travail et d'apprentissage, de sorte que les leviers psychologiques activés par les mécanismes de jeu influencent les comportements en engageant les utilisateurs dans une direction souhaitée par les concepteurs. Cette définition donc présente la nécessité pour les designers, les gamificateurs, d'utiliser les éléments de jeu, les mécanismes de jeu pour activer des facteurs psychologiques, donc que ce soit des biais cognitifs, des leviers d'engagement, encore des dynamiques de jeu, cela pour engager l'utilisateur dans un comportement, dans des actions souhaitées. Cet engagement qui se caractérise par différents auteurs, comme Chauffey par exemple, comme un état d'esprit qui est lié au travail, caractérisé par la vigueur, l'absorption et le dévouement, ou encore un pionnier dans son domaine, Kahn en 1990, qui présente l'engagement comme un état d'esprit qui se manifeste par l'expression physique, cognitive et émotionnelle lors de l'exécution des rôles, lors de l'exécution d'une tâche. Donc la gamification devrait permettre de créer de l'engagement chez les utilisateurs. Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, Leclerc, en 2021, présente dans un article de vulgarisation que la gamification peine, dans une grande majorité des cas, peine à créer des expériences fun et encore plus à maintenir l'intérêt de l'expérience sur le long terme. Il en est de même pour le cabinet d'études et de recherche Gartner, qui en 2014 présente que 80% des gamifications ne pourraient pas atteindre leur objectif, cela dû à une mauvaise compréhension du design, à une mauvaise réalisation de la gamification. Donc on peut se poser la question de comment créer une gamification, quelles sont les méthodes pour créer des gamifications. Donc dans cette optique, nous avons fait une revue littérature sur les méthodes existantes sur la conception de gamification, et il y en a assez peu à vrai dire. Nous nous sommes concentrés sur les travaux de Merschhauser et ses collègues en 2017, qui ont présenté 5 étapes de création nécessaires à la création d'une gamification. La première étape est la préparation du projet, où les gamificateurs et les mandataires d'un projet vont se réunir pour définir les objectifs et les contraintes de la gamification à réaliser dans un cadre particulier. Ensuite, ils vont aller sur une phase d'analyse du contexte et une phase d'analyse de l'utilisateur, dans le but de cerner l'activité à gamifier, et ce qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui, d'analyser l'utilisateur en profondeur et essayer de comprendre les besoins, les vecteurs de motivation, les préférences, les sensibilités des utilisateurs en termes de jeu pour créer une expérience intéressante pour eux et pour apporter les mécanismes de jeu qui vont correspondre à ces attentes et ces préférences, cela permettant d'améliorer l'engagement souhaité. Très rapidement, après, il y aura une phase d'idéation où les gamificateurs vont se réunir entre eux, enchaîner les phases de brainstorming pour choisir quels seront les mécanismes à utiliser, comment les combiner, quels éléments de game design utiliser. S'ensuit une phase de design et de prototype où on va concevoir un MVP, une première version de la gamification, et l'améliorer avec un processus itératif jusqu'à avoir une gamification à déployer. Et dans ce cas-là, ce qui n'est pas toujours le cas, on devrait évaluer un peu le succès de cette gamification avec différents indicateurs et on l'évaluera en fonction des objectifs qui ont été donnés lors de la première phase, lors de la phase de préparation du projet. Donc nous, on va s'intéresser à la phase d'analyse utilisateur dans le cadre de cette contribution. On va essayer de concevoir, on a voulu concevoir un outil qui permet de cerner facilement et rapidement
les attentes et préférences des futurs utilisateurs. Pour cela, il existe déjà des questionnaires, mais qui manquent un peu de pertinence vis-à-vis d'une application directe et concrète de la gamification, car la conception car ces questionnaires en fait ont été conçus dans le but de mesurer plutôt la personnalité des utilisateurs, des futurs utilisateurs, plutôt que de chercher vraiment un lien entre les utilisateurs et des mécanismes de jeu qu'on pourra utiliser après. Donc, dans cette contribution, on va prendre en considération les intérêts et préférences en matière de mécanismes de jeu. Nous intéressons donc aux frameworks déjà existants et qui ont été en majorité recensés par le travail de Tondello et ses collègues en 2016. Ces frameworks en fait, permettent de recenser plusieurs dizaines de mécanismes de jeu et de les catégoriser en fonction de familles de jeux et permettent de montrer un peu les effets attendus de ces mécanismes de jeu. On s'est concentré principalement sur les travaux d'Alexandre Duhart et de Sébastien Bru en 2021, qui sont parus dans le livre La boîte à outils de la gamification, et qui présentent, eux, le plus grand nombre de dimensions liées à la gamification, le plus grand nombre de leviers d'engagement, au nombre de 9, qui sont censés apporter donc, plusieurs mécanismes de jeu qui sont regroupés en plusieurs familles et qui sont censés apporter des réponses émotionnelles, des réactions distinctes lors de leur utilisation. Par exemple, il y a donc dans ces 9 leviers, il y a l'influence sociale qui correspond au désir des utilisateurs d'être connectés aux personnes, de collaborer, d'échanger. L'aversion à la perte qui va driver les humains via la peur de passer à côté d'une opportunité. La compétence et la maîtrise qui va motiver les utilisateurs pour répondre à un besoin de s'améliorer, de se dépasser. Le sens, donc la volonté de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. La curiosité, l'envie de découvrir de nouvelles choses. La possession qui représente l'envie de posséder, de collectionner. L'immersion, donc le besoin de s'immerger et de se projeter dans un autre monde. La rareté et la pénurie qui va driver les utilisateurs à avoir des comportements qui leur permettent d'obtenir des choses rares qui ont de la valeur pour eux. Et la créativité et l'autonomie qui permet aux êtres humains d'exprimer leur choix et d'affirmer leur personnalité. Donc nous travaillons donc dans cette contribution à la réalisation d'une échelle permettant de cerner les préférences utilisateurs à l'aide des dimensions présentées dans l'ouvrage d'Alexandre et de Sébastien Bru. Afin de concevoir cette échelle, nous nous sommes appuyés sur le paradigme de Churchill. Un paradigme de Churchill qui présente pas à pas la méthode pour créer une échelle de mesure et donc du coup les différentes étapes à avoir. Dans une première étape, il était nécessaire de générer des items en cernant le construit initial, donc la gamification, et en générant des items. Donc nous avons fait cette première partie, nous avons utilisé différentes définitions afin de cerner le construit, et d'importantes discussions en ont résulté avec l'équipe de feedback, de la société Feedback, pour générer 37 items. La deuxième phase est une phase de collecte et épuration d'échelle. Donc, nous avons, une fois qu'on avait généré les items, dont 5 qui ont été générés, qui ont été des items inversés, nous avons nous avons posé les items de façon aléatoire sur un questionnaire utilisant l'outil Typeform. Typeform était intéressant puisqu'il nous permettait de présenter notre questionnaire sous une forme un peu plus jolie, un peu plus un peu plus ergonomique, et surtout nous permettait de montrer les questions une par une, évitant le biais qui est l'effet d'halo. Donc ce questionnaire a été diffusé, puis il a été administré auprès d'apprenants, des apprenants en master de design et marketing, et des apprenants qui prenaient des cours avec la société Studi. Une fois qu'on a récupéré toutes ces informations, nous avons traité le questionnaire avec SPSS, le logiciel SPSS, la version 26 d'SPSS. Nous avons épuré ces données via une analyse factorielle exploratoire, que je nommerai AFE à partir de maintenant, pour supprimer les items qui ne correspondaient pas aux attentes méthodologiques et avoir un construit riche.
Après cette phase d'épuration, il a fallu valider notre échelle. Donc, on est rentré dans une autre phase de collecte et de collecte de données pour valider cette échelle, toujours avec le questionnaire de type Typeform. Cette fois, ça a été administré via le réseau social LinkedIn. Et nous avons toujours traité notre questionnaire via SPSS, et cette fois-ci avec Amos pour réaliser une AFC, analyse factorielle confirmatoire, dans le but de mesurer la validité convergente, la validité discriminante et la fiabilité de notre échelle. Donc, pour les résultats issus de la première étape, génération d'items, nous avons utilisé 5 définitions pour cerner notre construit, et les échanges nous ont permis de générer 37 items, 4 par dimension, et 1 qui était dans une autre dimension. Donc, on est arrivé en tout donc, à 37 items. Nous sommes partis directement faire une première phase de collecte de données, durant laquelle on a eu 237 réponses de la part des apprenants. L'analyse qui a été faite sur SPSS présentait à la base 11 dimensions. Nous avons supprimé dans un premier temps 6 items qui nous amenaient à 9 dimensions, donc les dimensions de challenge, d'immersion, d'exclusivité, d'épanouissement, de sentiment de supériorité, de surprise, d'ouverture d'esprit, de collaboration et de sentiment d'urgence. Donc déjà, on a eu un premier résultat, c'est qu'on ne trouvait plus les premières dimensions qui avaient été présentées par Duhart et Bru dans leurs ouvrages. On avait des dimensions qui mélangeaient en fait les différents items qui appartenaient à des dimensions différentes originellement. Pour correspondre encore plus pour correspondre et continuer dans pour correspondre aux normes méthodologiques, on a supprimé encore 5 items qui n'étaient pas assez fiables, qui baissaient la fiabilité des dimensions, notamment l'alpha de Cronbach. Et donc, nous avons supprimé les dimensions de sentiment d'urgence et d'ouverture d'esprit. On peut voir que dans ce tableau, que la dimension de sentiment de supériorité et de collaboration sont assez bas. Et finalement, on a voulu quand même prendre le parti pris de garder ces dimensions, puisqu'ils étaient assez intéressants à garder. Ils apportaient encore un peu de richesse à notre construit total. Donc, on a pris le parti de les garder lors de cette phase d'épuration pour voir un peu qu'est-ce que ça la donnerait lors de la phase de validation. Voilà. Hop. La deuxième phase de validation de données, deuxième phase de collecte de données et de validation de l'échelle, on a pu obtenir 183 réponses. Donc, on a fait encore une AFE et une AFC, analyse factorielle confirmatoire. De cette AFC, on a dû supprimer en fait les 2 dimensions qui étaient sur la sellette qu'on avait vu précédemment, parce que là, du coup, ça ne correspondait vraiment pas aux attentes méthodologiques et aux standards attendus. Donc, on a supprimé ces 2 dimensions et on a supprimé encore 2 items, passant donc notre échelle à 18 items. Sur les tableaux que vous pouvez voir, donc je vais essayer de le dire un peu plus simplement qu'avec tous ces acronymes et tous ces chiffres. Donc, normalement, on a une représentabilité qui est d'après les chiffres. Les indicateurs issus de Amos respectent les normes, donc ça c'est dans le premier tableau. Mais en ce qui concerne le deuxième tableau, on peut voir que l'indice de fiabilité CR, qui normalement doit être supérieur à 0,7, n'est pas supérieur à 0,7 pour la dimension d'épanouissement et de surprise, et la dimension et la validité convergente qui est représentée par l'indicateur AVE, qui doit être supérieur à 0,5, du coup n'atteint pas du tout les attentes, puisque aucun indicateur n'est à 0,5. Donc finalement, on garde cette échelle telle qu'elle, et avec 18 items et 5 dimensions, peut-être dans une version 2 pour à améliorer dans une version 2, à trouver d'autres items pour avoir une meilleure représentabilité et une meilleure fiabilité de notre échelle. Donc pour conclure et discuter de cette échelle, de ces travaux, on peut présenter différents apports.
Tout d'abord, des apports managériaux. Nous avons quand même créé une échelle de 18 items qui permet aux concepteurs, aux gamificateurs de cerner très rapidement les différentes préférences en termes de mécanismes de jeu des utilisateurs et donc finalement de passer très rapidement en phase d'idéation pour assembler, pour donner aux utilisateurs les différents mécanismes et styles de jeu qu'ils souhaiteraient et qui permettraient de les engager plus lors d'expériences gamifiées. Donc ça, c'est un apport d'outils pour les gamificateurs. On peut, en apport théorique, mentionner déjà le travail qu'on a fait sur la discussion des dimensions des frameworks qui existaient déjà, des travaux qui n'ont pas forcément été réalisés. Par exemple, vous avez des frameworks très connus comme celui de Chou qui n'ont pas forcément été discutés. Nous avons discuté du coup le framework d'Alexandre. Merci à lui de nous avoir donné cette occasion. On a pu voir aussi qu'il y avait des interactions qui étaient intéressantes entre les dimensions. Par exemple, les dimensions les mécanismes de jeu qui font appel au sentiment de rareté et de possession sont ont de très bonnes interactions. Par exemple, vous avez la dimension de challenge qui est un mélange entre l'aversion à la perte et la compétence. La notion d'exclusivité qui est un mélange entre la possession et la rareté, le sentiment de surprise qui va être un mélange entre la curiosité et l'aversion, et le sentiment d'épanouissement qui va être un mix entre des dimensions de sens et le besoin de créativité. Et puis après, l'immersion qui est restée exactement la même que définie par Duhart et Bru dans leur ouvrage. Donc cette échelle a cependant des limites, comme j'ai pu le dire un peu avant. Donc les indices de validité convergente et de fiabilité ne sont pas pleinement conformes aux attentes méthodologiques, donc à modifier en fonction lors d'une deuxième version. Et nous avons changé de cible entre la première et la deuxième collecte. Cela a pu influencer les différentes réponses que nous avons eues. Donc au final, je vous mets l'échelle sur laquelle on est parti de base, qui est à gauche, qui recense 37 items, et l'échelle à droite, qui est notre échelle finale, avec un alpha global de 0,777, qui, elle, présente 18 items différents. Merci beaucoup et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation. Donc, si on comprend bien, il va y avoir une V2 de la boîte à outils de la gamification. Je ne sais pas, faut voir avec Alexandre. Je pense que, vu le travail que ça fait, je ne suis pas sûr qu'il soit très fan de cette idée. Ouais, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses super intéressantes à intégrer. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe. Alors, il y a deux questions qui ont été proposées. Alors, la première, c'est plutôt pour une référence. Voilà, alors, beaucoup disent merci. Alors, je les perds. Voilà. Peut-on avoir la référence de l'étude Gartner sur la gamification? Donc, c'est possible de la déposer dans le chat. Alors, il faut que je la retrouve, mais oui, je vous la mettrai au cours de la journée. Pas forcément maintenant, on la diffusera. Et une question d'Olivier. Avez-vous trouvé des différences dans la méthode de conception pour la gamification par rapport aux méthodes pour une séance non gamifiée? Alors, je ne me suis pas forcément intéressé aux méthodes non gamifiées pour le coup, puisque j'ai mon spectre qui est plus dans la gamification. Mais en soi, on rejoint un peu les méthodes agiles ou les différentes méthodes de conception de projets, en fait. Donc, je pense que les deux sont assez liés et vont très bien ensemble, en fait. Alors, en fait, si on est dans la formation, je ne sais pas, Olivier, dites-moi si je dis une bêtise, mais dans le cadre de la formation, peut-être que Antoine ou vos collègues qui donnent des cours ont pu voir, parce que la surprise, par exemple, j'ai vu la surprise,
elle n'est pas forcément dans le jeu. On peut faire la surprise en dehors. Ah Oui. bah, Olivier va Oui, parler. c'est ça. Oui, Ouais. alors autant prendre la parole. Oui, oui, bien Merci sûr. Philippe. En fait, j'ai vu ici un modèle de conception qui ressemble beaucoup à ce que propose un ingénieur pédagogique qui va créer une formation à distance. Et vous avez ici une échelle qui est vraiment très très intéressante et qui m'interroge beaucoup. Et je me demande en fait, dans votre étape de gamification, à quel moment finalement vous allez inciter les concepteurs à tenir compte de cette échelle. J'ai l'impression qu'en fait, je pourrais créer une formation de la même façon et finalement, cette échelle-là, elle n'intervient pas alors que je la trouve vraiment passionnante et je vais me l'appliquer. Oh, c'est très gentil. Que répondre? Du coup, le but, ce serait vraiment de l'utiliser dès que le contrat a été signé avec le client, et dès que déjà en deuxième phase, direct en deuxième phase, avant d'attaquer le processus d'idéation. Le but, c'est vraiment de connaître l'utilisateur au mieux pour lui donner ce qu'il aime, pour l'engager le plus possible dans la gamification. Après, alors, différence dans la méthode de conception de gamification par rapport aux méthodes pour une séance non gamifiée. Ouais. Pour compléter un peu, si vous voulez, parce que du coup, nous, on a utilisé un petit peu l'échelle avec certains clients, que ce soit la version 1 ou la nouvelle version. Et effectivement, le but, c'est de récolter le plus d'infos possible sur les utilisateurs qui vont vivre ensuite l'expérience gamifiée. Alors, ça peut passer par le questionnaire qui permet de gagner du temps, de récolter plus d'infos, mais on fait aussi généralement des entretiens semi-directifs. Et toute l'info récoltée par ces différents biais va nous permettre, du coup, sur la phase d'idéation, de choisir les bons éléments de gamification. Et pour ça, notamment, on a un jeu de cartes qui s'appelle les Gamificartes, qui nous aide et qui, du coup, en lien avec les dimensions présentées par Julien, à choisir les bons éléments. Parce que ce n'est pas forcément des bons éléments par rapport à un projet, mais du coup, c'est des bons éléments par rapport à un public spécifique, et du coup, s'ils sont sensibles à la surprise ou pas, ou ce genre de choses. Donc, c'est un peu cette dualité qu'on essaye de respecter dans les projets. Merci. Alors, ce que je comprends, pardon, Olivier. En fait, parce que dans les idéations, quand on monte également une formation, on essaye de tenir compte du public à quel on adresse cette formation. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le public, il n'est pas forcément facile à aborder et vous avez cette échelle-là. Et vous avez tout à fait répondu à mes questions. Vraiment, merci Alexandre. Merci Alexandre. D'ailleurs, si je peux me permettre aussi, Olivier, on pourrait, on va dire, concevoir que cette échelle puisse être un outil aussi pour mesurer a posteriori lorsqu'une formation a déjà été réalisée, donc comme un outil de mesure, d'évaluation, mais pas pour noter les étudiants en tant qu'enseignants, mais pour voir si finalement la séance gamifiée, l'outil ou alors le processus correspond bien aux attentes initiales. Donc, il peut être fait en amont, c'est exactement ce qu'a présenté Julien durant la présentation, ou même peut-être en aval. Et je crois, Julien, d'ailleurs, que tu as eu des contacts comme quoi des personnes étaient prêtes à l'utiliser dans certains cadres, justement. Alors, du coup, oui, Alexandre m'a fait la surprise hier de me dire que oui, il y avait des chercheurs qui voulaient utiliser l'échelle dans leurs travaux. Après, on n'a pas discuté plus que ça, vu que j'étais en préparation de la conférence, mais oui. Apparemment, il y a des gens qui veulent s'en servir. Donc là, pour un peu compléter sur l'échelle de mesure, si ça en intéresse certains à utiliser, comme l'a présenté Julien, vous pouvez parfaitement utiliser une dimension indépendamment des autres, puisque chacune a été testée au niveau de l'analyse quantitative de l'AFE et de l'AFC. Et vous pouvez aussi prendre l'ensemble de l'échelle si celle-ci vous intéresse. Hein. C'est ça, Julien? Tout à fait, oui. J'aurais dû le préciser, en effet. Non, mais tu l'as présenté à la fin, et d'ailleurs, cette comparaison avant-après montre très bien le cheminement théorique et méthodologique qui a été appliqué durant cette recherche. C'est-à-dire qu'on est parti de la boîte à outils de gamification, donc présentée par Alexandre Duarte, puis dans son ouvrage, et de ce qu'il en résulte après une analyse scientifique et des tests au niveau des utilisateurs. Enfin, c'était le but de cette communication, en tout cas. Ok. Merci beaucoup, Julien, Antoine et Alexandre, pour cette présentation. Il y avait Anne aussi, Anne Mion, oui. notre collègue qui a eu beaucoup de réunions aujourd'hui, donc elle a fait le pas pour venir. Ah oui, Anne est là. Voilà. Oui, Anne est là, effectivement. Alors, je vais l'épingler quelques secondes quand même, Anne. Hein, voilà. J'adore ce terme, épingler. Anne, tu veux peut-être dire quelque chose à la rigueur? Enfin, je ne sais pas. Ton micro est coupé. Alors.
t'entends toujours pas. Voilà, c'est bon. Voilà, excusez-moi, ça doit marcher. Oui, oui, je suis en soutien. Écoute, excusez-moi, je suis intervenue par intermittence là dans cette conférence parce que effectivement, je suis sur d'autres choses. Mais oui, effectivement, on est sur ce sujet d'essayer de mesurer, de mesurer les choses, d'avoir une échelle de mesure sur ce sujet tellement passionnant. Et effectivement, là, pour l'instant, on réduit, on essaie de réduire, de simplifier, de confirmer certaines dimensions. Et puis après, il nous reste à réfléchir à la cohérence, la complémentarité entre ces différentes dimensions et comment effectivement cibler ensuite les utilisateurs pour que ces principes d'engagement soient les plus efficients possibles, ou alors mesurer le succès des jeux par rapport au profil des utilisateurs et selon leur sensibilité à ces différents mécanismes. Donc c'est tout à fait ce que vous aviez dit, c'est pour ça que je n'étais pas intervenue plus avant. Mais merci beaucoup de cette présentation et merci au public pour les questions aussi.